L'arcade est aujourd'hui fermée. Sur la porte, on voit encore les traces des scellés de police. Ici, c'était un barbershop. Des vidéos retrouvées sur les réseaux sociaux montrent une ambiance animée. Derrière la façade, une réalité plus sombre se serait jouée. Une demi-douzaine d'adolescentes, la plus jeune à peine 15 ans, s'y seraient prostituées régulièrement, dans l'arrière-salle notamment. En mai dernier, la police intervient. 8 hommes, des majeurs, sont arrêtés. Ils sont soupçonnés d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et d'encouragement à la prostitution. Tous sont présumés innocents. Cette affaire, exceptionnelle par son ampleur, révèle un phénomène qui inquiète police et services sociaux en Suisse romande, la prostitution des mineurs. À la brigade des mineurs genevoises, les arrestations du barbershop s'affichent comme un fait d'armes. Le résultat d'une enquête de plusieurs mois pour l'équipe de Mark Tsing. L'instruction est en cours, il ne peut pas nous en dire plus. Ce qu'il peut dire en revanche, chaque semaine ou presque, il voit arriver sur son bureau des cas de mineurs soupçonnés de se prostituer. C'est un milieu extrêmement secret, discret. Et peu de jeunes, voire aucun jeune, ne se vante ou ne se confie à des majeurs sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est un phénomène inquiétant, parce qu'en fait on ne le maîtrise pas, et il est vraiment en souterrain. Des mineurs, parfois tout juste sortis de l'enfance, qui ont grandi, sont scolarisés à Genève et vendent leur corps. Le phénomène semble en hausse, mais impossible d'avoir des chiffres précis. Une cinquantaine de jeunes filles sont identifiées par la police. Moi, je pense clairement que c'est la pointe de l'iceberg. Maintenant, c'est difficile de dire s'ils sont 100, 200 ou 300. Les mineurs qui se prostituent sont globalement des jeunes filles, entre 14 et 17 ans. On a autant des jeunes qui vivent dans des familles, dans leur famille ou des familles d'accueil, que des jeunes qui sont en foyer. Par contre, le seul point commun qu'on a par rapport à tous ces jeunes, c'est la rupture. La rupture sociale, la rupture avec les parents, la rupture avec l'école ou le travail. Alors certaines vont vouloir peut-être juste de l'argent liquide, pour s'acheter des objets qui leur font envie. Maintenant, d'autres vont peut-être chercher l'autonomie, demander un hébergement, demander de la nourriture, des habits, afin d'être autonomes et quitter justement soit le milieu familial, soit le foyer. Pour les transactions, rien de plus facile. Elles se font essentiellement via les réseaux sociaux et sites d'annonces. Le chef de brigade accepte de nous montrer des échanges de messages entre mineurs et clients. Ils proviennent de différentes enquêtes et ont été légèrement modifiés pour garantir l'anonymat. Salut, t'es dispo ce soir? Tu peux venir avec ta copine si jamais. Je finis l'école à 17h, on peut passer après. Je suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Ah ok. J'adore coucher dans une cave avec une jeune. Si ça te dit de tirer un coup, je peux aujourd'hui pour 60 francs et je viens. Salut, ok pour 60 et tu viens. T'habites où? Je suis à Carouge, donc je peux te retrouver à Verrier. Là, la jeune fille, elle prend un risque quand même énorme, parce qu'au-delà du fait qu'elle est mineure, elle va se retrouver isolée devant un type qu'elle ne connaît pas, dans une cave. Et ça, c'est la grosse problématique qu'on a aujourd'hui par rapport à cette problématique de la prostitution. C'est qu'au-delà qu'elle se prostitue, finalement, c'est leur affaire, mais elle se met en danger. 60 francs, là, c'est pas beaucoup, non? C'est pas beaucoup, mais pour eux, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on a eu une fois une déposition d'une jeune qui, pour elle, 100 francs, c'est énorme. Quand on lui a demandé, mais tu as gagné beaucoup d'argent? Elle a dit, j'ai gagné énormément d'argent. Alors, t'es surpris, il dit, t'as gagné combien? 100 francs. En Suisse, la prostitution des mineurs est illégale. Aux yeux de la loi, un abus sexuel sur enfant. Ce qui intéresse surtout les enquêteurs, ce sont donc les clients et les éventuels réseaux derrière. Les jeunes filles sont avant tout considérées comme victimes. Nous avons tenté de contacter plusieurs d'entre elles. Aucune n'a souhaité témoigner. Pour mieux comprendre le phénomène, nous nous sommes donc plongés dans les quelques jugements rendus par les tribunaux genevois et vaudois ces 5 dernières années. Un arrêt du tribunal correctionnel de la Côte, rendu en 2024, est parlant. Voilà l'histoire qu'il raconte. Été 2021, c'est les fêtes de Genève. 2 hommes et une femme d'une vingtaine d'années rencontrent une ado de 15 ans. Elle est en fugue de son domicile vaudois. Ils sympathisent. Peu de temps après, le groupe file pour Paris, faire la fête. La suite ne se passe pas tout à fait dans la ville lumière.
mais dans des bourgades de banlieue, dans des hôtels bon marché, comme ceux-ci. L'adolescente finit par se prostituer, aidée par la jeune femme majeure. Elle aussi vend son corps dans une autre chambre. Plusieurs clients par jour, tous les jours, pendant plusieurs séjours parisiens. Les deux hommes, eux, assurent la logistique, passent des annonces sur Internet, louent les chambres, veillent à la sécurité et prélèvent jusqu'à la moitié des gains de l'adolescente. Le trio de majeurs finit par être interpellé et condamné à de la prison ferme, notamment pour encouragement à la prostitution. Mais dans ce domaine, les condamnations restent rares. Une des raisons, peu de plaintes. À la police cantonale vaudoise, Delphine Pidou est chargée de mener les entretiens avec les jeunes filles soupçonnées de se prostituer, souvent à leur retour de fugue vers Lyon, Marseille ou Paris. Une quarantaine sont identifiées dans le canton. On a eu des filles entre 12 et 18 ans et 17 ans. 12, c'est hyper jeune. Très jeune, ouais. Là, on aura tout. L'inspectrice nous montre un des sites utilisés par les ados ou leurs souteneurs pour trouver des clients. Théoriquement réservé aux majeurs, mais mentir sur son âge est un jeu d'enfant. Jeunes, si c'est adolescent. Donc vous avez eu des jeunes filles mineures vaudoises qui vous ont parlé de ce site-là? Oui, ouais. Qu'elles savaient que c'était ce site qui était utilisé pour faire venir des clients dont elles devaient s'occuper. Ouais. Ce qui est affreux, c'est que des fois, on a eu su qu'il y a des parents dont les filles sont loin de la maison. Ils recherchent leurs filles sur ce site. C'est ce genre d'affaire. Qu'est-ce qui est si difficile avec ces cas spécifiquement? C'est compliqué parce que c'est des personnes qui ne se sentent pas victimes, qui ne comprennent pas pourquoi on prend notre temps avec elles, pour savoir ce qui se passe, pourquoi on essaye de les mettre en relation avec des associations d'aide pour les sortir de cette situation. Elles ne se rendent pas compte de l'ampleur en fait, du business qui est fait sur leur dos. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, elles réalisent qu'il y a un problème? Des fois, c'est les mauvaises rencontres qu'elles font. C'est des fois autant les souteneurs que les clients peuvent se montrer violents verbalement ou physiquement avec elles. Donc des fois, c'est le déclic qui fait que qu'elles se disent « non, mais ma situation, elle ne me convient pas, je vais aller la dénoncer aux autorités ». Et en faisant le calcul avec ces personnes, en disant « mais est-ce que tu te rends compte que tu nous expliques que tu avais 10 clients par jour à 50 € en moyenne, combien ça fait ? Et finalement, quand tu reviens, tu as juste de quoi payer ton train pour le retour. Puis que finalement, tout cet argent, il est où ? Et puis des fois, c'est ça qui fait qu'elles se disent « ah ouais, non, mais… » Ce que je vis là, ça ne joue pas avec les conditions dont on avait parlé au début. Des soupçons de prostitution, beaucoup de ces éducateurs et éducatrices en ont déjà eu, sans savoir vraiment quoi en faire ensuite. Mais il y en a qui parlent assez ouvertement des sugar daddy. Nous, on a eu toute une époque où on avait vraiment des jeunes à table, au repas. Sugar daddy, il suffit d'envoyer une photo de ton pied et tu verras, c'est super. Enfin, vraiment des choses comme ça, quoi. On sait à peu près le budget que les jeunes ont et puis tout d'un coup, on peut être surpris par la quantité d'habits. Ouais, des marques, des nouveaux téléphones, des choses comme ça. Et quand on apprend qu'ils sont partis à l'étranger, évidemment qu'on a ce petit tilt qui arrive, mais en même temps, on n'est pas... Voilà, encore, il n'y a pas de certitude et puis surtout, on a peu d'outils encore pour l'instant. Chez nos voisins français, la problématique est devenue majeure. Entre 15 et 20 000 mineurs se prostitueraient, avec parfois de véritables réseaux de proxénétisme derrière. Le phénomène est tel que des lieux dédiés ont été créés. Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Derrière ce portail sécurisé, l'îlot, un foyer pour adolescentes en grande errance. La directrice nous fait visiter les lieux. Il y a pas mal de caméras là, c'est pourquoi ? On a été confrontés à des potentielles intrusions. Les jeunes filles qu'on peut accueillir et qui sont victimes d'exploitation sexuelle peuvent aussi être récupérées par des voitures. Et donc du coup on filme et donc on prend les plaques d'immatriculation. On a des éducateurs qui peuvent sortir pour préciser qu'elles sont mineures. Et tout est filmé pour qu'après nous on puisse interpeller la police et le parquet des mineurs. 6 adolescentes sont hébergées à l'îlot. Elles savent que nous sommes là avec une caméra
elles ont préféré sortir le temps du tournage. Donc là, on arrive sur l'espace de vie, donc salle à manger, cuisine. Le but, c'est un peu de donner un côté maison. Oui, côté maison, refaire vivre aux jeunes filles des choses simples de la vie. Sentir le gâteau au chocolat qui est en train de cuire dans le four, et il y a l'odeur du chocolat, et alors là, ça fait très enfance. Ici, les règles de vie sont plus souples qu'ailleurs. On a l'espace baby-foot aussi, et une des chambres. Le but est de répondre à l'échec des prises en charge dans des foyers traditionnels, trop stricts, inadaptés à leur profil complexe. Quand on est dans un gros collectif avec des règles où il faut toutes qu'elles soient à table à 19h parce qu'il y a aussi le savoir-vivre et le savoir-être ensemble, pour ces jeunes filles, c'est trop compliqué. Nous, on les prend là où elles en sont. On est dans le non-jugement. On est dans un accueil inconditionnel. On ne va pas punir pour la fugue. Par contre, au retour, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour elle, de qu'est-ce qui fait qu'elle a eu besoin de fuguer, qu'est-ce qu'elle a pu vivre. Il y a tout un travail de l'équipe à rendre sujet les jeunes filles, qu'elles ne sont pas des objets, qu'on ne fait pas ce qu'on veut d'elles, qu'elles ne doivent pas être dominées, et que du coup l'idée c'est aussi qu'elles reprennent vraiment confiance avec des adultes. Reprendre confiance et mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu. Le début d'un long processus, souvent fait de nouvelles fugues et de rechutes. En Suisse, aucun foyer comme celui-ci n'existe encore. Il n'y a pas de prise en charge spécifique pour ces ados. Pour les policiers qui s'occupent d'elles, malgré parfois un sentiment d'impuissance, ça n'est pas des affaires comme les autres. Vous imaginez, donc une jeune fille de 14 ans qui prend le train seul, le TGV, pour se retrouver à Marseille, à Paris, à Lyon, peut-être dans une cave, dans un appartement avec plusieurs individus, c'est quand même assez affolant d'imaginer cela. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous marque particulièrement dans cette brigade. Et c'est ce qui fait qu'on met aussi beaucoup d'énergie là-dedans. On se dit, si on peut permettre d'entendre 10 filles, on en a une qui nous permet d'identifier les personnes qui l'aident à cette activité, ou bien on l'aide à sortir de ce milieu-là, c'est tout bénéfique pour nous. C'est pour ça qu'on travaille dans ce genre d'affaires. Le jour de cette interview, l'inspectrice Pidou avait rendez-vous avec une adolescente soupçonnée de se prostituer. Elle ne s'est jamais présentée. Et avec nous en plateau, Estelle Papot, chef du service de l'enfance et de la jeunesse de l'État de Fribourg. Merci d'être avec nous. Merci. Avec nous en duplex depuis Lausanne, Angela Ruiti, cofondatrice et directrice d'Astri, l'association de soutien aux victimes de traite et d'exploitation. Merci à vous également, Angela, d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, Estelle Papot. L'ampleur de ce phénomène, il est finalement assez difficile à évaluer parce qu'il y a peu de plaintes qui sont déposées. C'est ce qu'on comprend à travers ce reportage notamment. Oui, merci pour l'invitation de ce jour. Effectivement, peu de plaintes. On imagine à peu près 1% des mineurs que l'on suit pour le canton de Fribourg au niveau du service de l'enfance et de la jeunesse au niveau protection. Donc on est dans un épiphénomène. On a énormément de soupçons. Très peu de preuves. On est dans l'accompagnement de ces jeunes, moins dans la répression. Donc, effectivement, pas de plainte. C'est-à-dire que pour porter plainte, il faut se sentir victime et que ces jeunes ne se sentent pas forcément victimes. Absolument. Ils ne se sentent pas victimes, ils sont dans une situation où ils pensent maîtriser. Ils aimeraient finalement, souvent dans ce cadre-là, obtenir quelque chose en transaction sexuelle, soit des produits, soit de l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle le michetonnage. Exactement. Pas tout à fait. D'accord. Angela Ruiti, comment expliquer que ce phénomène de prostitution des mineurs soit en constante progression ? Alors, d'une part, comme ça a été dit, il est difficile de connaître les dimensions de ce phénomène. On peut imaginer qu'il prend de l'ampleur. D'une part, parce que les situations de vulnérabilité se multiplient, et puis parce que via les réseaux sociaux, il y a une certaine facilité par des personnes malveillantes d'entrer en contact avec ces jeunes. Mais d'autre part, on commence aussi à mieux détecter ces situations-là. On est dans un phénomène, la traite ou l'exploitation, où on trouve ce qu'on cherche.
marche. Donc si on ne met pas en place des actions spécifiques telles que la formation, la sensibilisation des professionnels ou des consultations spécialisées, des mesures de protection pour les jeunes, les situations ne parviennent pas à émerger. On va revenir vers vous un petit peu plus tard. Les réseaux sociaux, Estelle Papeau, c'est vraiment le meilleur moyen ou le moyen le plus utilisé pour contacter ces mineurs et pour les amener à se prostituer. C'est aussi peut-être le moyen qui peut être utilisé par les services sociaux pour les identifier, pour les aider ensuite. Absolument, on est dans une digitalisation des relations sociales et effectivement ces jeunes qui sont fragilisés, ça a été dit, parfois cherchent du sens, de la reconnaissance, cherchent à obtenir quelque chose et c'est à travers ces réseaux, soit qu'ils vont, eux, recruter des clients, entre guillemets, ou des personnes, ou dans l'autre sens principalement, où il va y avoir ces recherches ou attaques à travers les réseaux sociaux. Angela Whitty, est-ce que cette prostitution, elle concerne largement les jeunes filles ou est-ce qu'elle concerne les garçons aussi ? Alors, de manière générale, on est face à un phénomène, celui de la traite, où il n'y a pas de profil type de victime. Dans nos services, à l'association Astrée, on prend en charge des femmes, des hommes et des adolescents et adolescentes. C'est vrai qu'on a majoritairement des femmes qui sont victimes de prostitution forcée. Et parmi ces femmes, on a également des mineurs, la plupart de nationalité étrangère, mais on commence également à rencontrer des jeunes Suisses. Comment on arrive à sortir ces jeunes mineurs de la prostitution ? C'est possible ? Comment on fait ? Alors, il faut vraiment mettre en place des actions spécifiques. Donc, il faut former les professionnels, les enseignants, les éducateurs qui sont en contact avec ces potentielles victimes. Et puis, il faut ensuite les orienter vers des services spécialisés. Il est également possible de prendre contact avec des services spécialisés dans le milieu de la santé sexuelle. Souvent, ça peut être une porte d'entrée, de consulter pour des soucis, d'ouvrir une discussion sur ces aspects-là, ou alors de contacter les brigades spécialisées mineurs ou les brigades spécialisées dans l'exploitation de la police dans un premier temps pour des échanges informels sans forcément donner des noms mais juste pour avoir des conseils et un avis. Estelle Papeau, qui sont les jeunes les plus ciblés, les plus vulnérables C'est souvent des jeunes qui ont déjà un terreau difficile dans leur enfance, dans leur relation avec les parents. C'est souvent des jeunes en fugue ou qui n'ont pas trouvé une sécurité chez eux, dans leur foyer. Et c'est des jeunes où on a plus de risques de manière générale. C'est ça, souvent des jeunes qui sont soit coupés de leur famille, en situation effectivement. Est-ce qu'il y a un lien notamment entre drogue et prostitution ? Très souvent, on voit que dans les transactions sexuelles de ces jeunes, ils essayent d'obtenir quelque chose contre cette transaction. Ça peut être souvent de la drogue. Quand il y a un homme majeur qui les invite à dormir chez elles parce qu'elles sont en fugue, chez lui, pardon, elles sont en fugue, elles n'ont plus de lieu et il leur promet finalement un lieu pour dormir, de la nourriture et souvent des produits à consommer. Angela Whitty, quels sont les signaux d'un comportement prostitutionnel, donc quelqu'un qui se prostitue, en tout cas un mineur, ou pré-prostitutionnel ? Comment on identifie, comment on peut avoir une attention soutenue particulière ? Quels sont les signaux ? Alors, les enseignants, les familles et puis les éducateurs peuvent effectivement faire attention à certains aspects des comportements qui peuvent interpeller. On a des fois des attitudes qui changent, donc, comme par exemple un rapport inadapté à son corps, des formes de hypersexualisation ou alors par exemple des indices un peu plus matériels comme le fait que la jeune a par exemple des sacs à main de luxe ou de l'argent sur elle, aussi une utilisation excessive des réseaux sociaux, voire de la dépendance à des substances stupéfiantes ou encore, par exemple, des fugues répétées si la jeune ou le jeune se retrouve en foyer. Évidemment, ces indices ne parlent pas forcément d'une situation d'exploitation, mais c'est là qu'il est important de prêter une attention particulière, engager une discussion et ensuite orienter correctement.
Estelle Papeau, il y a une difficulté ici en Suisse, notamment à Genève, c'est qu'on est près de la frontière avec la France. D'ailleurs, on l'a vu dans ce reportage, on voit des jeunes Suissesses qui partent en France pour être exploitées sexuellement. Ça complexifie les choses. Comment on travaille? On arrive à travailler? Il faut faire travailler les services sociaux, ou en tout cas la police française et la police suisse. Comment ça se passe? C'est un vrai sujet entre les deux pays? Absolument, c'est un sujet qui peut être étendu à d'autres. C'est des jeunes qui vont et qui viennent de centres urbains, qui vont dans d'autres centres urbains. Et dans ce cadre-là, lorsqu'il y a fugue, on doit demander finalement la coopération judiciaire internationale, puisque un policier suisse n'a normalement pas l'autorisation d'intervenir en France. Un intervenant en protection de l'enfance n'a pas le droit d'intervenir. Effectivement, il faut une coopération avec les services. Mais ce qui se fait de manière quand même relativement fluide, rapide en tout cas normalement. Absolument. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre des jours et des jours s'il y a un élève, un jeune qui est en train de fuguer. Très juste. Nous sommes vraiment dans la question de la fugue. Quand un jeune fugue, on essaie immédiatement de mettre en place des possibilités de coopération pour récupérer ce jeune-là. Justement, en France, il y a une grosse polémique autour de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. D'aucuns reprochent à l'ASE de rester inactif face au phénomène. Est-ce que vous comprenez ces critiques, ou est-ce qu'on se dit, bon, finalement, peut-être que les éducateurs, les éducatrices ou l'ASE n'a pas les moyens de lutter contre ce phénomène de prostitution? Puisqu'en fait, ça fait office de réservoir, finalement, ces centres où des jeunes filles ou des jeunes hommes vivent tous ensemble et toutes ensemble. On a souvent cette question de la stigmatisation. On aimerait effectivement enfermer, arrêter ces jeunes qui se prostituent. Et dans un autre sens, au niveau des intervenants en protection de l'enfance, on est plutôt dans un soutien, dans un accompagnement de ces jeunes. On a à leur donner des ressources. Bien évidemment, il y a un travail qui se fait avec la police. Mais si on ne veut pas perdre le jeune, si on ne veut pas perdre le lien qu'on a avec, effectivement, on doit plutôt que faire de la répression, de l'accompagnement, et plutôt essayer de démonter les réseaux auxquels il pourrait être rattaché. Donc j'ai de la peine à comprendre cette critique. Alors je connais mal le système français en termes de combien d'éducateurs, par exemple, dans les foyers par jeune sont mis en place. En tout cas en Suisse, on a un autre fonctionnement, comme par exemple l'éducation sexuelle chez les tout-petits qui est obligatoire. On a des cours de prévention par rapport à son corps qui sont donnés par les brigades des mineurs, par exemple, brigade des mœurs. On intervient à plusieurs reprises dans ce cadre-là. On a des centres de santé sexuelle, des associations particulières comme Astrée, dont on vient de mentionner. Madame Oriti est là avec nous. Tout ce réseau, tout ce filet va permettre finalement d'accompagner ces jeunes. Angela Oriti, est-ce que justement les policiers sont suffisamment sensibilisés au-delà des éducateurs et des éducatrices? Et puis au fond, est-ce que la justice, elle est assez sévère avec ces jeunes, ces personnes en tout cas, qui ont des relations tarifées avec des mineurs, ce qui est interdit par la loi? Alors en effet, cela varie beaucoup selon les cantons. On a des cantons où il existe des brigades spécialisées et donc là il y a une sensibilité sur ces thématiques. Ces brigades réalisent aussi un travail de formation vis-à-vis des primo-intervenants, mais il y a également des cantons où il n'y a pas de ces compétences et puis on n'a pas forcément des services de protection tels que l'association Astrée dans le canton de Vaud, ce qui fait qu'il est très difficile d'identifier ces situations. Certains de ces cantons sont dans une forme de déni, en fait, en disant on n'a pas de cas, il n'y a pas besoin d'intervenir, alors que c'est justement car il n'y a pas de cas qu'il faut mettre en place des actions spécifiques. Et puis, en effet, au niveau de la justice, il faut réaliser un travail de sensibilisation important des autorités de poursuite pénale, parce qu'on voit encore que les condamnations sont rares, que les peines sont extrêmement faibles, aussi comparées à d'autres pays. Et puis, par exemple, dans certaines enquêtes, l'infraction poursuivie était l'infraction d'encouragement à la prostitution et non pas de traite des êtres humains, sur la base du fait que le jeune aurait donné un consentement à l'activité de prostitution, alors que légalement, les mineurs ne peuvent pas consentir. Donc l'exploitation, même en cas de consentement, le consentement n'est pas valable aux fins de l'exploitation. Et ceci, même en l'absence de ce qu'on appelle des moyens de contrainte, tels que des menaces ou la
la violence physique. Donc il y a vraiment un travail d'information importante sur cette infraction à faire et de sensibilisation de toute la sphère. Angela Oriti, Estelle Papeau, merci d'avoir participé à cette émission Objectif Monde l'Hebdo. Merci à vous